Elle est présidente de la commission Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage, Lycée et Jeunesse au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous recevons aujourd'hui la conseillère régionale MODEM, Marie-Florence Bulto-Rambaud. Alors pour un homme, j'avais 15 ans et demi, donc en 1981, pour Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, j'ai eu un véritable coup de foudre. Un jour à la sortie du lycée, j'étais au lycée Perrier, on m'a tendu un tract. Dans ma famille, on n'était pas plus intéressé que ça par la politique. Voilà, bon, c'était le mois d'avril 81, donc il était encore président pour quelque temps. Donc j'ai participé à cette campagne présidentielle malheureuse. Et j'ai continué. Donc à Marseille, il y avait un mouvement de jeunes très dynamique, très actif, et la personnalité de Valéry Giscard d'Estaing a créé une sorte d'engouement, même battu. Bon, on a toujours espéré qu'il soit réélu un jour, mais même battu, c'est un mouvement qui a perduré longtemps. On était nombreux. Au-delà de la politique, on a très vite noué des liens amicaux. J'ai toujours des amis très proche de l'époque. Voilà, j'ai eu la chance, à l'époque, donc il y avait des campus de jeunes giscardiens qu'on l'avait rencontré, voilà, et j'ai surtout la chance d'avoir gardé avec lui des relations, je dirais pas proches, mais voilà, j'ai la chance d'échanger avec lui peut-être 1 à 2 fois par an et de l'avoir vu encore il n'y a pas très longtemps, voilà. Voilà, et c'est un personnage de livre d'histoire, c'est au-delà Bon, et puis je pense que maintenant, avec l'élection d'Emmanuel Macron, je crois qu'on redécouvre Valéry Giscard d'Estaing, qu'on se rend compte que, bon, même s'il faisait beaucoup plus âgé en 74 qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est quand même un homme qui a insufflé une politique novatrice, avec quand même des lois et des événements qui marquent encore la société d'aujourd'hui, la majorité à 18 ans, bon, la loi sur l'avortement, voilà. Je pense qu'on le redécouvre aujourd'hui, voilà, et puis bon. En vieux sage, de temps en temps, il parle et il se raconte. J'ai longtemps été adhérente de l'UMP, enfin, démocratie libérale, enfin, ce parti a changé souvent de nom, voilà. Et effectivement, il est arrivé un moment où je ne retrouvais plus mes idées, et notamment au moment où l'UMP est devenu les Républicains. Voilà, et à ce moment-là, j'ai adhéré au MODEM, donc fin 2014. Fin 2014, le MODEM s'était réduite comme peau de chagrin, c'était quand même que très peu de choses, donc c'est vraiment pas par opportunisme politique. Mais par contre, effectivement, j'y retrouvais mes idées, parce que j'avais profondément ancré en moi. Voilà, j'ai fait de belles rencontres, c'est un parti qui me convient totalement. Et il s'est trouvé que, bon, j'ai d'abord été candidate à Aix aux élections départementales, c'était tout à fait anecdotique, mais pour autant, n'étant pas vraiment aixoise, j'avais un binôme qui était assez connu à Aix, voilà, on a fait un très joli score de 9%, voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu pris goût du coup à la chose, voilà, et en 2015, effectivement, j'ai eu de la chance. J'ai bénéficié du souhait d'ouverture au centre et aussi au MODEM donc, de Christian Estrosi et Renaud Muselier. Et j'ai été candidate, voilà. Et j'ai été élue, voilà, j'allais y venir dans un deuxième temps, voilà, il ne faut jamais l'oublier, j'ai été élue aussi parce que Christophe Castaner, suite aux résultats, vous vous en rappelez du premier tour, s'est retiré justement pour ne pas laisser la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux mains du Front National. Et bien évidemment, on a été élus et pas mal de gens qui étaient bien après moi ont été élus aussi, voilà, donc ça surtout ne jamais l'oublier. Écoutez, c'est sûrement l'effet de la maturité, voilà, ou du fait que j'ai été élue l'année de mes 50 ans, c'était un beau cadeau. C'est un âge où professionnellement on n'a plus grand chose à se prouver, on a des enfants souvent qui sont plus grands, donc on a plus de temps pour ça. Et donc j'aime pas faire les choses à moitié, je fais rarement les choses à moitié. Donc je me sens très bien parce que j'ai le temps de faire ça. Et en plus j'ai eu beaucoup de chance puisque quand j'ai été élue donc, en décembre 2015, à l'époque on m'a demandé quel domaine
m'intéresser. Voilà, j'ai parlé de l'apprentissage, voilà, et j'ai été richement dotée puisque au-delà de l'apprentissage, je suis donc présidente de la commission qui couvre les lycées, l'apprentissage, la formation professionnelle et la jeunesse. Vu l'actualité, bien évidemment, c'est l'apprentissage qui m'occupe le plus. Justement, à ce propos, Région de France a joué un rôle très important dans cette réforme, hein, puisque ça fait plusieurs mois maintenant qu'on se réunit très régulièrement, minimum une fois par mois, voilà, pour réfléchir, pour proposer, pour essayer d'influer sur cette réforme qui est en voie d'achèvement. Voilà, et donc ça, c'est vrai que c'est une réforme qui peut avoir des incidences très importantes à la fois sur l'apprentissage et aussi surtout sur les régions, puisque je parle en tant que conseillère régionale et que je ne suis pas persuadée que la réforme telle qu'elle est aujourd'hui présentée, qui n'est pas définitive, hein, puisqu'elle va passer au Conseil des ministres au mois d'avril, puis ensuite devant le Parlement, donc elle est susceptible de je l'espère, de quelques aménagements à la marge. Mais c'est vrai que telle qu'elle est présentée, il y a des choses intéressantes, voilà, mais il y en a d'autres qui effectivement, selon moi, ne sont ni dans l'intérêt des CFA, ni surtout dans l'intérêt des apprentis. La carte des formations, elle était élaborée et donc modifiée année par année à la marge, hein. On fermait quelques formations qui ne se remplissaient pas ou qui n'étaient plus vraiment d'actualité. On ouvrait d'autres formations dans des domaines un peu plus demandés. Voilà. Donc, voilà. Et ça, malheureusement, nous allons perdre si la réforme se fait telle qu'elle est prévue aujourd'hui, ce pilotage-là, par exemple, nous allons le perdre. Voilà. Alors, maîtriser la carte ou tout au moins avoir un droit de regard sur elle, notamment pour les ouvertures et les fermetures à la fois de formation et de CFA. Nous avons dans nos attributions les lycées professionnels, hein, comme les lycées d'enseignement général. On ne peut pas imaginer qu'il s'ouvre un CFA ou une formation de boulanger dans un CFA à proximité d'un lycée professionnel où il se dispenserait la même formation. Enfin, c'est des choses ça qu'il faut concerter. On peut pas. Voilà, c'est un exemple que je donne comme ça, mais pour schématiser, c'est des choses qui pourraient effectivement se produire. Voilà. Donc ce qu'on souhaite, c'est ça aussi. Voilà. Et puis les sommes que le gouvernement nous propose de nous verser, hein, parce que la concertation, bon, ça n'a pas dû vous échapper, hein, il y a eu beaucoup de coups de théâtre, les régions de France a quitté plusieurs fois la table des discussions, voilà, donc les choses ont quand même un peu évolué dans notre sens. Voilà, donc le gouvernement prévoit de verser aux régions environ 180 millions d'euros pour tout ce qui touchera à des dépenses d'investissement dans les CFA, mais 180 millions d'euros pour toutes les régions. Nous, on avait 110 millions d'euros rien que pour la nôtre, hein, voilà. Et environ 240 à 250 millions d'euros pour ce qu'ils appellent les péréquations, c'est-à-dire des ajustements justement dans les CFA. Voilà. Donc, nous, ce qui nous semble, ce qu'il faudrait c'est que ces sommes sont quand même insuffisantes. Ça ne nous permettra pas de maintenir les politiques telles qu'on les menait jusqu'à présent. Voilà, et effectivement, on demande, oui, à avoir un droit de regard sur la carte des formations. Ça nous semble tout à fait indispensable. J'ai assisté aux Olympiades mondiales des métiers, donc, qui étaient à Abu Dhabi pour fin 2017. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà... Enfin, il y a eu deux très beaux reportages sur TF1 et sur M6 sur cet événement. Donc en fait, c'est un championnat du monde, quasiment des Jeux olympiques des métiers. Donc il y a une cinquantaine de nations, il y a une quarantaine de métiers représentés, et c'est dans une atmosphère de compétition, dans le temps, voilà. Et j'ai vu des choses, mais absolument extraordinaires.
Alors ça va de l'ébéniste, hein, bon, c'est vrai que c'est des métiers du tailleur de pierre, bon, à des choses beaucoup plus classiques comme la coiffure. Mais tout ça, donc la délégation française, on était à peu près 400. Hein, on avait 37 jeunes qui étaient engagés. On est revenu quand même avec 15 médailles, donc 5 d'or. Et je suis revenue absolument sidérée par cette ambiance, cette émotion, cet esprit de compétition, cette entraide entre les jeunes. Notre jeunesse, elle est belle, quoi. Alors le coup de gueule, ça n'a rien à voir avec mes activités au conseil régional, mais par contre, ça a potentiellement un rapport avec mes activités d'élu. Hein. Voilà, bon, aujourd'hui je suis qu'élu régional, peut-être que maintenant que ma carrière a commencé, j'aurai un jour un autre mandat. Mon coup de gueule, c'est les personnes qui vivent dans la rue. C'est un sujet qui me touche beaucoup, sur lequel je suis en train de travailler à titre pas parallèle, personnel, mais voilà, je suis en train depuis quelques mois de me documenter. Bon, c'est vrai que c'est des sujets qu'on voit l'hiver, pour autant ils disparaissent pas du tout l'été, hein, mais voilà, on doit les voir moins, surtout dans le sud. Je pense que c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la politique, je pense que c'est un sujet de société. Je pense que ça peut que toucher la part d'humanité plus ou moins variable selon les personnes. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup réfléchir, ne pas s'emballer, ne pas porter de jugement hâtif. Je pense pour donc me documenter sur le sujet, là je vais prochainement faire une maraude avec la Croix-Rouge. Effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans des foyers, donc il faut savoir pourquoi, il faut essayer de chercher des solutions. Il y a des villes où il y a des expérimentations intéressantes qui sont faites. Il y a le problème des SDF qui ont des animaux, hein, c'est souvent leur dernier lien affectif et c'est très important pour eux, donc c'est vrai qu'ils ne vont pas souvent dans les foyers aussi, soit pour des questions sanitaires et parce que les animaux ne sont pas reçus dans la grande majorité des foyers. Voilà, comment essayer de surveiller leur santé, malgré eux souvent. J'ai été très touchée, moi, parce que très près de chez moi, il y a un SDF qui est décédé, je le voyais quasiment tous les matins. Quelques jours avant, je partais à la boulangerie acheter du pain et je leur avais ramené du pain. Et il était très gentil et c'est quelqu'un qui ne voulait pas aller en foyer. C'est pas quelqu'un qui est mort de froid, c'était une nuit où il faisait pas froid. Il avait 50 ans, il est juste décédé parce qu'il était dehors et que sa santé, elle était en péril, quoi. Voilà. Donc le gouvernement s'est engagé là-dessus. Hein. Bon, il a pris il a gouverné qu'une demi-année, donc effectivement, je pense que c'était difficile de mettre en place de vraies mesures. Bon, je crois qu'il y a eu à peu près 3000 places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes, mais voilà, si les gens ne veulent pas y aller, si les gens, par exemple, qui ont des chiens, et il y en a beaucoup, ne veulent pas y aller, ils restent dehors. Voilà. Donc j'espère et je crois que ce problème sera pris à bras le corps d'ici l'hiver prochain, parce que bon, c'est vrai que c'est surtout l'hiver qu'on se rend compte de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse. Voilà, je veux dire, c'est trop facile de détourner les yeux quand on voit quelqu'un qui vit là. Je pense pas qu'il y ait des gens qui choisissent de vivre dans la rue. Alors mon prochain objectif, hein, c'est toujours, alors là par contre à nouveau dans le cadre de mon mandat régional, tout à l'heure quand vous m'avez posé la question sur mon coup de gueule, j'hésitais un peu entre les deux. Vous avez vu que depuis 2 ans, mais bon, je m'intéressais peut-être un peu moins à la chose avant d'être élue, tous ces problèmes de violence aux abords et à l'intérieur des lycées. Voilà, donc le conseil régional a mis en place une politique vraiment offensive de mise en sécurité des établissements. Hein. À la fin du mandat, nous aurons investi quasiment 45 millions d'euros, hein, donc des systèmes d'alarme différenciés, on a renforcé les clôtures, on a mis de la vidéosurveillance, dans les communes où c'est possible, on raccorde ces caméras au poste de surveillance qu'il y a dans certaines communes, hein, voilà, comme il y a par exemple à Marseille. Mais ça ne suffit pas,
puisque vous avez bien vu, bon, malheureusement, il y a un peu plus d'1 an, puisque c'était le 1er décembre, on a un jeune qui a été poignardé devant le lycée Pointe-sous-Chapuis. Le lycée Pointe-sous-Chapuis, c'est pas dans les quartiers nord de Marseille, où on dit qu'il y a le plus d'insécurité. C'était aussi un lycée où on avait mis en place des dispositifs de médiateurs aux abords. Voilà, donc bon, ce jeune Anthony, ben, il a pris un coup de poignard, il est décédé. Il y a eu quelque temps après, à Grasse, au lycée Tocqueville, un élève du lycée qui s'est introduit dans le lycée, alors pas par la porte, mais avec un fusil. Et là, récemment, vous avez vu au lycée Charlotte Gravitz à Marseille, un coup de ciseau, je crois, à l'intérieur. L'autre jour à Honoré-Daumier devant, voilà. Donc on se rend compte, en fait, les médiateurs, ça suffit pas. Le contrôle aux entrées, alors, bon, je crois que le département a fait des tests de portiques à l'entrée des établissements. Il y a des circulaires du ministère de l'Éducation nationale qui proscrivent de tout ce qui pourrait engendrer un attroupement à l'entrée des établissements, comme les jeunes qui fument par exemple. Bon, les portiques, c'est un peu ça. Le matin à 8 h, quand tous les lycéens arrivent, le temps qu'on passe le portique, ça fait quand même un regroupement. Donc pour l'instant, nous, on a choisi de pas faire cette expérimentation-là. Mais pour autant... tout est une arme. Donc un portique, si on prend un couteau à la cantine, il sert à quoi le portique? Et si on poignarde un de ses camarades à l'intérieur, il sert à rien. Voilà. Donc je pense que c'est une réflexion qui dépasse la région. Là aussi, je crois que c'est un véritable phénomène de société. Bah écoutez, pour l'instant, personne s'est officiellement déclaré. Voilà. Si c'est le sens de votre question, si le président de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur était candidat, bien sûr que je ferai ce choix. Parce que c'est un excellent président, que je pense que ça pourrait être un excellent maire. Enfin, j'en doute pas.